Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Quel plaisir de vous retrouver sur El Maralabiya. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, la page YouTube et la page Facebook de votre chaîne. Encore une fois, merci pour votre fidélité. Vous êtes très présents à nous suivre. Vous êtes des millions de téléspectatrices et téléspectateurs en France, mais pas que. Surtout énormément en Algérie et aussi au Maghreb et un peu partout dans le monde, comme le Canada, nos amis de Londres par exemple, ou en Europe via le satellite. Bienvenue et merci pour votre fidélité. Au nom de la rédaction, je ne peux pas ne pas commencer cette édition en rendant hommage à tous les disparus et aux familles. On pense très fort à eux, c'est une période très difficile. Et puis on y reviendra avec nos invités dans cette émission. Cette solidarité hors norme, vous le savez, les Algériens, les Algériennes, depuis maintenant plus de 2 ans, se sont fait remarquer, agréablement surpris. Le monde entier l'a été par cette révolution sans cesse qui dure encore aujourd'hui d'une autre manière, avec cette solidarité d'une autre manière aussi sur les réseaux sociaux, puisqu'il y a toujours autant de répression et d'arrestations en Algérie. Ça, c'est le côté pacifique, c'est la révolution, mais aussi une solidarité hors pair, hors norme. On va y revenir avec nos invités. Cette solidarité qui n'existe nulle part au monde, notamment pour faire face à cette pandémie. Une pandémie maintenant qui frappe le monde entier depuis 2019. Alors, je vais demander à mes collègues en régie de me couper le retour en l'oreillette, s'il vous plaît. Donc, je vous disais, oui, l'Algérie. Alors, je vais enlever mes oreillettes. On est en direct. Voilà, bienvenue à vous. L'Algérie, mais pas que le monde entier. Depuis 2 ans, une crise sanitaire sans nom, un virus qui fait des ravages, un virus détecté déjà fin 2019 et rapidement, très rapidement, dès janvier 2020, les nations du monde entier ont mis tous les moyens pour faire face et sauver son peuple, sauver des femmes, des hommes, mais aussi des jeunes, des moins jeunes, des enfants, des moyens médicaux personnels, acquisition de matériel, de médicaments, de lits de réanimation dans plusieurs pays du monde entier, la mise en place d'organisations du quotidien des citoyens, des gestes barrières, une réglementation notamment dans les lieux accueillant du public, un confinement et autres couvre-feux ont été mis en place maintenant depuis plusieurs mois. Donc le monde entier s'est préparé maintenant depuis plus de 2 ans pour faire face à cette pandémie, notamment la 2e vague, la 3e vague et aujourd'hui avec ce variant, malheureusement, vous le savez, le Delta, nous sommes passés à la 4e vague, sauf pour l'Algérie, à commencer par le chef de l'État, qui, souvenez-vous, déjà en 2020 avait donc déferlé la chronique, alors que le virus faisait déjà des ravages dans le monde entier. Eh bien, Abdelmadjid Tebboune avait annoncé que la fin du virus était prévue pour fin 2020. Un chef d'État aussi qui avait annoncé devant les caméras du monde entier que l'Algérie avait le meilleur système de santé d'Afrique. Et non, mon cher monsieur Tebboune, vous êtes très loin de la réalité pour un pays que vous êtes censé connaître par cœur, sans compter une rentrée scolaire où monsieur le ministre de la Santé avait annoncé que tout était prêt pour la rentrée scolaire dernière, notamment pour faire face à la crise sanitaire. Je vous passe bien évidemment les moyens scolaires, les programmes d'éducation, des annonces telles que l'Algérie a tout le matériel comme des lits de réanimation ou encore de l'oxygène ou autres médicaments pour faire face à cette pandémie. Eh bien non, monsieur Tebboune, avec tout le respect que je vous dois, vous et vos équipes, vous êtes totalement trompés. Tout ça n'est que mensonge, puisque la réalité dans le pays, à tous les niveaux d'ailleurs, parle d'elle-même. Ce sont les images des Algériens et des Algériennes que nous voyons tous les jours, de l'éducation, de l'environnement, de l'emploi, du commerce et malheureusement aujourd'hui de la santé. Depuis plusieurs semaines, des milliers d'Algériens sont atteints malheureusement par la Covid-19 et des milliers d'entre eux perdent la vie pour une simple et unique raison. Avant d'accueillir mes invités, un pays et un peuple laissé à l'abandon par son pouvoir. Depuis le début de cette crise, un régime algérien qui a fait le choix entre 2 solutions, soit se préoccuper comment éradiquer totalement le Hirak, notamment arrestation, condamnation ou encore répression, emprisonnement, et c'est le cas encore aujourd'hui, ou alors soit, depuis maintenant plus de 2 ans, faire face et se préparer à cette pandémie qui est la Covid-19. Eh bien, vous l'avez compris, puisque le pouvoir algérien, vu l'état du pays, vu les milliers d'Algériens, les dizaines de milliers qui sont atteints aujourd'hui de la Covid-19, le pouvoir algérien a choisi la première solution, c'est-à-dire depuis plus de 2 ans, s'occuper de cette Hirak, toujours dans le pacifisme. Je vais accueillir mes invités. Alors, je vais remettre en direct mes oreillettes, puisque je vais communiquer avec eux. Alors, est-ce que Nazim Taleb m'entend ? Très bien. Très bien, Nazim Taleb. Bonsoir, Nazim Taleb. Bienvenue à vous, militant politique, mouvement Rachad. Bonsoir à vous tous, bonsoir à vos invités et surtout à vos téléspectateurs. Et je partage également cette peine immense
que notre peuple est en train de vivre avec cette défaillance totale du gouvernement à faire face à une pandémie aussi énorme, mais en même temps qui n'est pas d'une surprise totale, puisque ça fait déjà, comme vous l'avez mentionné, depuis fin 2019, que le monde se prépare à cette pandémie. Malheureusement, l'Algérie, l'un des rares pays, en tout cas, l'un des rares pays à s'y être très très mal préparé. Donc, en tout cas, un pays qui aujourd'hui vit... je vais y revenir, hein, je vais revenir parmi vous, Nazem Talib, vous allez revenir dans le détail hein, sur ce que vous étiez en train de dire. Je vais saluer Idi Rounouron. Est-ce que Idi Rounouron est avec nous? Très bien, donc Idi Rounouron va venir nous rejoindre. Adel Djebar, observateur politique. Bonsoir Adel Djebar. Bonsoir Chaban, merci pour l'invitation. Bienvenue à vos invités, Nazim et Idir. Un grand bonjour à notre peuple en Algérie et à l'étranger. Mes sincères condoléances à tous nos frères et sœurs qui sont morts par la négligence criminelle d'un pouvoir illégitime et notoirement incompétent et crapuleux. On va y revenir hein, sur ce terme notamment de crime, hein, puisque aussi c'est le titre d'ailleurs de l'émission le dit clairement, hein, Covid-19, un peuple solidaire et un pouvoir irresponsable. Aïssa Rahmoun, est-ce que Maître est avec nous? Pas encore. On va faire une petite pause justement en images avec Adjerino sur ces quelques images d'espoir et on se retrouve tout de suite après. Images tout de même pour essayer de s'apaiser. Vous l'avez vu, des très très belles images de ce pays, le plus grand pays d'Afrique, extraordinaire avec toutes ses richesses, mais malheureusement laissé à l'abandon maintenant depuis plusieurs décennies. Un pays droit et face au mur. Et aujourd'hui, c'est une urgence. Aujourd'hui, c'est vraiment encore plus important puisqu'il s'agit de la santé. Il s'agit de tous ces Algériens et ces Algériennes qui sont touchés par la Covid. Nazib Taleb, merci encore une fois d'être avec nous au mouvement Rachad. Peut-être un mot, vous aviez commencé tout à l'heure à évoquer vos sentiments hein, et votre solidarité avec cette compassion sans nom que nous avons toutes et tous avec ces Algériens et ces Algériennes qui aujourd'hui souffrent. Certains, malheureusement, paix à leur âme, ont perdu la vie. Et puis, je voudrais aussi vous entendre sur cette solidarité hors pair. Les Algériens et les Algériennes, c'est certainement le seul pays au monde qui s'est pris en main pour faire face à cette pandémie, puisqu'on le voit encore aujourd'hui, il y a une absence totale du régime, du chef de l'État, Abdelmadjid Tebboune. Oui, ce que j'avais pas eu le temps tout à l'heure, c'est de نترحموا على أرواح الموتى وندعيو شفاء الناس اللي راهم مرضى. Encore une fois, et vous l'avez très bien résumé dans votre introduction, c'est un régime, comme on dit, gouverner c'est prévoir. Ce régime a tout fait sauf prévoir. Il a malheureusement saisi l'occasion de la pandémie pour
pour se lancer comme une bête sauvage contre les militants, contre les opposants, contre ceux qui avaient une voix dissonante par rapport à ce régime, au lieu de se préparer réellement à la pandémie, alors que les experts parlaient déjà de la phase 2, de la phase 3, qui sait, peut-être une phase 4, on ne sait pas encore, ce virus est tout à fait inconnu jusqu'alors, on ne sait pas les mutations qu'il peut avoir et les conséquences qu'il peut avoir également sur la population, les populations mondiales, mais aussi la population algérienne aujourd'hui. Un gouvernement, l'oxygène, je dirais, n'est que la face cachée d'un grand échec depuis 1962. Un pays, malheureusement, où, malgré la pandémie, et vous le voyez même dans la loi de finances, par exemple de 2020 ou 2021, on voit que l'armée et la police, à eux deux, c'est 40% du budget de l'État. Alors qu'il fallait, à cette période-là, mettre les bouchées doubles pour équiper tous nos hôpitaux, nos cliniques, nos petits centres de soins, en tout, pas seulement en oxygène, même en groupe électrogène. J'ai appris par un médecin dont je ne citerai pas le nom à Tlemcen que 7 personnes sont mortes à l'hôpital de Tlemcen parce qu'il y avait une coupure d'électricité, donc ils ne pouvaient pas administrer de l'oxygène à leurs patients. Et ça, je dirais que, encore une fois, ce n'est pas qu'un problème d'oxygène, c'est un problème de faillite généralisée de cet État, de ce régime mafieux, de ce régime militaire qui n'est pas capable de gérer n'importe quelle crise que l'Algérie peut faire face dans le futur ou même actuellement dans le présent. Alors, bien sûr... Oui, allez-y. Non, il nous bassine avec la sécurité ou la sécurité nationale. Mais qu'est-ce qu'un pays sans un État qui ne peut pas prodiguer des soins à sa population, qui ne peut pas prodiguer des liquidités à sa population, qui ne peut pas prodiguer de l'eau à sa population? Comment peut-on parler de la sûreté nationale quand un gouvernement est aussi défaillant? Et c'est pour ça que je voudrais revenir et remercier chaleureusement tous les Algériens, toutes les Algériennes et les Algériens qui se sont solidarisés, effectivement. Un élan de solidarité, certains l'ont comparé à l'époque de 1962 où les gens ont donné de leurs bijoux pour acheter, fabriquer des extracteurs d'oxygène. Et ça nous donne une idée de la grandeur de ce peuple, ce peuple qui lutte depuis février 2000, en tout cas le Hirak, février 2019, et qui ne cesse de lutter et qui ne cessera de lutter pour une Algérie meilleure, débarrassée une fois pour toutes de cette vermine, de ce régime militaire qui ne sait pas non seulement se protéger les citoyens, mais se protéger lui-même. Quand on voit le scandale Pegasus, comment des puissances étrangères peuvent infiltrer d'une manière aussi facile et sans je dirais, contrôle ou sans garde-fou pour protéger nos secrets les plus chers, notamment sur la sécurité nationale, et ils viennent nous parler de sûreté nationale. C'est un État défaillant. Merci. Voilà, pardon, allez-y. Merci Nazib Taleb. Non, on va avoir le temps vraiment d'échanger tous ensemble. Je voudrais saluer Maître Aïssa Rahmoun, vice-président de la Ligue algérienne des droits de l'homme. Maître, bonsoir. Bonsoir Nazim. Maître Rahmoun, vous êtes avec nous? Oui, je vous entends parfaitement. Allô? Très bien, je voulais vous saluer, oui, Maître. Merci d'être avec nous. Merci Chaban, bonsoir à Nazim aussi et à tous les téléspectateurs de Maghribia. Merci infiniment. Je vais revenir vers vous dans quelques instants et aussi auprès de notre observateur politique Adel Djebar. Est-ce que Idir Ounourone est avec nous? Je sais qu'il est très pris. Est-ce qu'on a réussi à le joindre pour 2-3 minutes? Messieurs en régie, est-ce que Idir Ounourone est avec nous? Pas encore, donc je salue Idir Ounourone. Je sais qu'il est très pris ce soir. Si nous arrivons à le joindre, ça sera avec plaisir, serait-ce que alors on a l'habitude, enfin Jamaldine Benchenouf, que je salue, a l'habitude de le recevoir, mais aussi on voulait l'entendre. Adel Djebar, rebonsoir, cher invité. Merci beaucoup, Chaban, pour l'invitation.
On va essayer de décortiquer un peu les différents points qui aujourd'hui composent cette belle Algérie. Peut-être un mot d'abord sur cette solidarité avant d'en venir à cette responsabilité de ce pouvoir. Nazim Taleb l'expliquait, c'est peut-être malheureusement tout à fait normal d'en arriver là avec cette gestion irresponsable maintenant qui dure depuis plusieurs décennies. Mais peut-être comment se fait-il que nous avons la chance, et heureusement, d'avoir aussi un peuple déterminé, un peuple qui se soutient, un peuple qui, Nazim Taleb l'évoquait aujourd'hui à l'instant, que certains ont vendu leurs biens, ont donné leurs bijoux. Comment vous, d'abord, quelle perception vous avez? Qu'est-ce que vous évoque cette belle solidarité algérienne? Ce régime criminel, moi, je ne me gênerai jamais pour le qualifier de criminel, a tout fait pour tuer l'âme généreuse de ce peuple-là, et il a commencé dans les années 62, les Algériens à l'appel de Ben Bella à l'époque, en 63, quand il avait demandé aux Algériens de donner leurs bijoux de famille, le peu d'argent qu'ils avaient, tous les moyens dont ils disposaient, dans le cadre de la Caisse nationale de solidarité, qui malheureusement a été détournée par des bandits, parce qu'on n'en a plus jamais eu d'informations jusqu'à ce jour. Ce peuple-là a gardé sa profonde âme généreuse. La générosité est proverbiale, ainsi que l'hospitalité chez le peuple algérien. Donc ils ont beau tenter faire tout, diaboliser, sataniser, donner une mauvaise image de ce peuple-là, l'Algérien est prêt, tant que vous n'attentez pas à sa dignité, à son if légendaire, de vous donner sa veste, de vous donner ce qu'il a de plus cher. Tant que vous le respectez, ce régime militaire criminel n'a jamais respecté le peuple algérien. Il s'est toujours préoccupé non pas de la vie du pays et celle du peuple algérien, mais il s'est préoccupé de sa survie. Nous l'avions vu au début de la pandémie, comment ils ont géré ça à la petite semaine comme des épiciers de quartier, et puis ils faisaient des déclarations farfelues par le biais de leur pantin président qui disait vers la fin du mois d'avril, nous aurons terminé définitivement avec ce virus. Quand ce virus-là l'a affecté, il s'est mis dans un avion, il est parti passer 3 ou 4 ou 6 mois en Allemagne à coup de gros frais sur le dos de la vache laitière à Algérie. Donc c'est le trésor public qui paye. Ils nous ont habitués au mensonge. Ce régime-là ne produit que le mensonge. Nous allons vaincre ce virus-là parce que cette pandémie concerne la planète entière. Ce qui tue actuellement en Algérie, ce n'est pas tant le Covid, c'est la mauvaise gestion, c'est l'incompétence criminelle de ce pouvoir-là et sa nonchalance et son déni de vie vis-à-vis de ce peuple-là. C'est ça qui est en train de tuer. La pandémie existe en France, au Canada, etc. Mais les structures de prise en charge sont là, les médecins, les infirmiers, l'État est là. Sauf chez nous, on ne produit que le mensonge. Et puis le déni en plus. On a vu Tebboune dire que nous avions 2500 lits de réanimation qui pourront être augmentés à 6000 lits, ce qui est complètement faux. Moi, au début de la pandémie, j'avais dit, parce que j'avais une information sérieuse, qui disait que l'Algérie disposait de 400 lits, dont 200 ne sont pas opérationnels. Donc on avait 200 lits. Aujourd'hui, me semble-t-il, rien n'a changé. C'est la même esbrouf qui continue, c'est le même laisser-aller qui continue. Et puis, on continue à nous mentir. La solidarité, les Algériens ont démontré que c'est un peuple généreux et solidaire. Moi, je suis content, malgré le deuil que nous portons aujourd'hui, après avoir perdu des dizaines ou des milliers de nos frères et sœurs en Algérie, non pas par le Covid, mais par la gestion criminelle de cette crise-là. C'est l'oxygène, le manque d'oxygène. Vous savez, Rabbi Subhanahu, Dieu nous a donné de l'air que nous respirons gratuitement toute une vie. Tant que nous étions en santé, nous respirions de l'air sans demander des comptes à personne. Avec cette mafia au pouvoir, l'air dont on extrait l'oxygène médical est devenu un luxe. Hier, ils utilisaient des mitraillettes pour nous tuer. Aujourd'hui, ils utilisent de l'oxygène pour tuer nos malades. Donc, moi, pour la solidarité, je termine avec ça. Moi, je suis très content de cette réaction humaine extraordinaire des Algériens qui sont prêts
à tourner le dos. Ce que je ne manque jamais de dire avec beaucoup de points positifs, c'est l'organisation sociale qui existe en Kabylie. En Kabylie, il y a des villages qui sont complètement autonomes parce qu'ils ont tourné le dos à ce régime-là. Si vous voulez qu'on sorte des mains d'enfer de ce gouvernement, de ce régime et de cette dictature, il ne faut plus composer avec elle, il ne faut plus l'écouter, il faut se prendre en charge. C'est ce qu'a commencé à faire le peuple algérien. Et un peuple, des Algériens dans cette région de Kabylie qui sont aussi solidaires avec d'autres wilayas. C'est un peu, c'est la même image que le Hirak, puisque beaucoup se sont déplacés notamment pour aller rejoindre leurs frères et sœurs pour manifester un peu partout dans le pays. Maître Aïssa Rahmoun, êtes-vous avec nous? Oui, je suis là, Chaban. Très bien, merci d'avoir patienté. On a un peu de temps encore, on a largement le temps pour échanger ensemble. Peut-être un mot, Maître Rahmoun, sur cette solidarité avant de vous poser quelques questions, notamment plus liées au droit et puis aussi à ce pouvoir irresponsable. Cette solidarité, elle est hors pair, hors norme. Qu'est-ce qu'elle vous évoque? Oui, tout à fait. Mais avant d'aborder ce chapitre et d'intervenir sur ça, je voudrais présenter mes condoléances à toutes les familles algériennes qui ont perdu des êtres chers durant cette pandémie de la Covid-19. Et je souhaite par ailleurs un prompt rétablissement à tous les malades qui sont au niveau des hôpitaux bien confinés chez eux avec les moyens du bord. Vous savez, l'Algérien, il a donné tout ce qu'il a de meilleur, il a donné son passé, il a Alors, est-ce que je crois qu'on vous a perdu, Maître Rahmoun. Je vais retrouver Nazim Taleb. Nazim Taleb, peut-être une réaction avec vous sur justement sur ce pouvoir, ce régime, même dans le cadre d'une pandémie, quelque chose qui a touché le monde entier. Hein. Encore une fois, ce n'est pas propre à l'Algérie. Comment peut-on expliquer, alors on l'a compris que maintenant depuis plusieurs décennies, hein, le peuple est laissé à l'abandon, et puis on a aussi compris que le gouvernement a le pouvoir, le président n'a pas besoin de son peuple, puisqu'il l'a encore évoqué dans le cadre des législatives en disant « moi ce qui ne m'intéresse pas c'est l'abstention, mais ce sont les résultats », ce qui veut dire que la vie des Algériens et des Algériennes ne l'intéresse pas. Alors on sait que depuis plusieurs décennies, le peuple est laissé à l'abandon à tous les niveaux, mais là, dans le cadre d'une pandémie, selon vous, pourquoi, depuis 2 ans, 2 ans et demi maintenant, il s'est plutôt préoccupé d'éradiquer le Hirak que de se concentrer sur ce fléau mondial? Non, mais je crois qu'il y a une combinaison de plusieurs facteurs. Contrairement à d'autres dictatures, je dirais, je ne sais pas, je cite l'exemple de la dictature chilienne, ils ont un sentiment national où, effectivement, ils ont promu, bien sûr, avec l'aide des Américains, ça on va pas non plus le enlever, on ne va pas non plus le nier, des réformes économiques qui ont permis au Chili de connaître des heures glorieuses, même sous la dictature. Le problème en Algérie, c'est que vous avez une combinaison de plusieurs facteurs et qui sont la résultante de 62. Alors, premièrement, la première cause principale, c'est que vous avez des gens qui ne sont pas du tout, qui n'ont aucun sentiment national. C'est-à-dire qu'on peut imaginer dans d'autres États qu'ils peuvent se mettre dans les poches, mais en même temps servir leur pays, tant au niveau économique, social, culturel, etc. Ça n'a pas été fait. La deuxième cause, c'est qu'on a en face des gens très médiocres, très médiocres, et qui ont promu la médiocrité et ils l'ont élevé à un grade inégalé et que très peu de pays ont pu achever. C'est-à-dire que toutes les compétences déjà nationales ont fui le pays parce qu'ils ont en face des gens qui sont tout simplement incompétents, veulent rester au pouvoir, qu'ils sont à la solde
de puissance étrangère puisqu'ils n'ont pas de sentiment national. Et donc tout ça fait qu'aujourd'hui, vous avez un état de faillite totale parce que justement, c'est des gens qui sont préoccupés par une seule chose, c'est faire plaisir à leurs mentors, qui sont des puissances étrangères pour la plupart européens ou américains ou russes même, et d'autre part pour remplir leurs poches. Donc du coup, vous avez une Algérie qui est complètement un pays ravagé à tous les niveaux, Chaban, à tous les niveaux. Là, aujourd'hui, malheureusement, on parle de l'oxygène, mais c'est à tous les niveaux. Il ne faut absolument pas oublier le pouvoir d'achat des Algériens depuis le Covid. Dans d'autres pays... Une réelle crise sociale. Je vais retrouver Aïssa Rahmoun et je vous reprends dans quelques minutes, Nazib Taleb. Maître Rahmoun, je vous laisse poursuivre vos propos. Oui, désolé, ça s'est coupé. Donc, je voulais dire par rapport à cette solidarité, le peuple algérien vient de démontrer encore une fois que c'est un peuple qui est solidaire, que c'est un peuple qui a beaucoup de bonté, qui a beaucoup d'amour, qui a beaucoup de générosité dans ses actes, dans son quotidien. Le régime en place depuis 1962, je suis tout à fait d'accord avec Nazim et Sidbar, en 63, à l'occasion Sandouk Taramoun, des Algériens ont donné le meilleur de ce qu'ils avaient dans leur foyer. Tous leurs bijoux, toutes les économies qu'ils avaient pendant la guerre de libération nationale. Mais on constate aujourd'hui, force est de constater que cette solidarité, ces quêtes qui se font au niveau des villages, en particulier en Kabylie, n'est pas téléguidée, n'est pas orientée, n'est pas dirigée par les sbires locaux du régime, n'est pas dirigée par les pantins du régime, n'est pas dirigée par des officiels. La perte de confiance est là. Aucun Algérien ne fait plus confiance à l'État. Ça a démontré encore une chose, que la centralisation jacobine, la centralisation de la décision politique, de la décision économique, de l'ambiance socio-culturelle, de ce qui fait l'ambiance d'un État est ébranlée par la Covid-19 à tel point que dans des régions, il y a des solidarités, des intersolidarités qui s'organisent en vue d'aider la Oudlaya qui est à côté ou la Daïra qui est à côté. Ça, en fin de compte, c'est l'ébranlement, c'est l'effondrement de ce qui a été construit comme État algérien par le régime actuel. Vous savez, quand il y a quand le peuple se substitue à la responsabilité d'un directeur d'hôpital, d'un wali, d'un chef de daïra, d'un ministre, il ne reste plus d'État. Mais bon, il y a une note d'optimisme dans ce qui se passe, c'est que la construction de la nouvelle État, de la réelle nouvelle Algérie, elle se fait par le bas, d'une manière horizontale chez le peuple algérien. On est toujours dans le hirak, parce que la gestion par les comités de village, les associations de quartier, des collectifs qui se créent par-ci, par-là, est une réponse nette au régime central, que dorénavant, ça ne va plus être comme avant, et que le peuple est une équation, sinon la première valeur de la construction d'un État, c'est le premier pilier, c'est la base réelle de la construction d'un État. L'État va se construire sans eux. Pourquoi? Parce qu'ils ne voulaient pas être dans un processus révolutionnaire, soit de réforme, soit de révolution réelle. Ils ne voulaient pas s'inscrire dans le changement, dans la construction d'un État de droit démocratique. Et c'est pour cela qu'ils vont être éjectés par l'histoire, ils vont sortir par la porte réellement, parce que la solidarité, elle s'est installée. Aujourd'hui, les Algériens savent où est l'adversaire, celui qui a fait tant de maux dans la société, celui qui a fait les malheurs du peuple algérien, celui qui a assisté comme ça en faisant de ce pays un no man's land réellement. Et les Algériens savent aujourd'hui où est la cible, où est l'échec de l'État, c'est le régime central.
Merci Aïssa Rahmoun. Restez avec nous, maître vice-président de la Ligue algérienne des droits de l'homme. Je vais revenir à vous, Adel Djebar, observateur politique. Une solidarité en Algérie, vous l'avez évoqué tous les trois il y a quelques instants, une énorme solidarité, mais qui est à la fois dans un contexte normal, dans une organisation, des institutions, un système politique normale, elle n'est pas spécialement normale, logiquement, cette solidarité, même si elle existe. Comment vous expliquez, là peut-être dans le fond, et je sais que c'est aussi votre cheval de bataille, que coûte que coûte, le pouvoir, il est dans le mensonge. Et là, encore une fois, il ne lâche pas par son absence, son irresponsabilité, par son manque d'intervention, ce manque aussi de réalité et puis aussi d'assumance. Il est encore une fois totalement absent et il ne lâche rien. C'est vraiment de l'irresponsabilité. Comment vous, même si ça dure depuis plusieurs décennies, comment on peut expliquer ça encore aujourd'hui? Est-ce que c'est de l'ignorance? Est-ce que c'est de l'incompétence aussi? On a beaucoup de mal à trouver des ministres compétents dans leur secteur aujourd'hui en Algérie, ou c'est aussi un régime qui continue coûte que coûte à vouloir imposer une dictature et ramasser ce qu'il reste dans ce pays? Non, il faut que ce soit clair et qu'on ne se trompe pas d'ennemi, parce que ce régime-là est l'ennemi du peuple. Il n'hésite pas, comme il n'a pas hésité en 92 à exterminer 250 000 Algériens et à faire disparaître de la surface de la terre 20 ou 25 000 autres, laisser 800 000 veuves et orphelins, dilapider 1000 milliards de dollars et plus. Il ne s'arrête pas, il est dans sa logique de psychopathe et de prédateur. Vous savez, ce qui gêne le plus ce régime-là, c'est la solidarité. On l'a vu au début de la pandémie. Comment ils ont fait de Blida une ville garnison. Les Algériens venaient de toutes parts de l'Algérie pour ramener des vivres, pour ramener des biens de consommation aux gens de Blida, mais à l'entrée de Blida, la police et la gendarmerie les arrêtaient pour leur confisquer des marchandises. Ils veulent s'accaparer. Ce qui les dérange le plus, c'est l'union du peuple algérien, c'est la solidarité du peuple algérien. Eux, ils ont toujours besoin d'organisations parasitaires, satellitaire au pouvoir central et affilié au Front de liquidation nationale, le FLN, pour parler de la société civile. On l'a vu dans les dernières élections, ils ont été créés des associations folkloriques pour dire c'est ça la société civile. Ce qui dérange ce régime criminel, c'est l'union du peuple algérien. C'est que le peuple algérien puisse une fois pour toutes s'émanciper et sortir de leur main de fer. Ce régime-là a toujours été autoritaire. Aujourd'hui, nous avons en face de nous un régime totalitaire, sans absolument aucun doute. Donc, ça les dérange de voir des Algériens, comme on dit, les Algériens sont solidaires, c'est un peuple d'une générosité extraordinaire. Moi, ça fait 30 ans que je suis en Occident. Je n'ai jamais vu quelqu'un chez qui je rentre ici, je lui dis donne-moi un café, il me dit posez $3 sur la table. C'est prépayé, vous payez. En Algérie, vous rentrez, vous prenez un café, vous dites je n'ai pas d'argent, il vous le puis pourtant, alors c'est des gens... vous gardez la parole, Adel Djebar, et ça sera aussi la même question pour Nazim Taleb. Le Hirak a fragilisé totalement ce régime. D'abord, il y a eu beaucoup de changements. C'est un Hirak qui a énormément fait évoluer l'Algérie. Et je rappelle, les Algériens ont retrouvé leur liberté, les marches, retrouvé leur citoyenneté. Abdelaziz Bouteflika est parti aussi. Ce sont des avancées. Donc le Hirak a aussi fragilisé énormément ce régime, mais est-ce que malheureusement cette situation pandémique, cette crise sanitaire gérée de telle manière par les Algériens et les Algériennes, ça fragilise encore plus ce pouvoir en Algérie? Une fois clair, ce pouvoir-là n'est pas fort, il est d'une fragilité extrême, c'est un arbre hors sol. Ses racines ne sont pas ancrées dans le sol. Pourquoi? Parce qu'il n'a aucune base sociale. Moi, je vais vous donner un exemple pour démontrer tout cela.
Ce matin, j'ai vu sur les réseaux sociaux, j'ai appris la mort de celui qui fut président du Sénat et président par intérim de l'État quand il a été nommé par le défunt Gaïd Salah. Je le dis devant tous les Algériens parce que c'est lui qui nous a mis dans cette situation. Sur 200 commentaires, je n'ai pas vu quelqu'un demander la miséricorde pour ce défunt-là. Tout le monde disait il est jeune en enfer. Ils n'ont fait que du mal, ces gens. Ils n'ont fait que du mal à ce peuple. Et le peuple a une détestation profonde en eux. La seule pathologie qu'ils ont, ces gens-là, c'est la violence. Ils ne savent utiliser que la violence pour se maintenir au pouvoir. La prédation, c'est des voleurs innés, c'est des bandits. Les patrons de la police, de la gendarmerie, c'est tous des malfrats qui ont mis à sac les caisses de l'État qui se sont enfuis. Certains sont en France, certains sont ailleurs. Et une chose qui est incurable pour ce régime, c'est le mensonge. Il ne fait que mentir, il ne fait que faire de la propagande. J'ai écouté leur premier sinistre, dire non, les vidéos qu'on montre au niveau des hôpitaux, ce sont des vidéos de l'année dernière, etc. Ce sont des qui sont dans le déni. Ils prennent les Algériens pour des imbéciles, pour des crétins qui ne comprennent pas, qui ne sont pas mondialisés, numérisés, digitalisés et qui ne vivent pas à l'heure du temps. C'est des cinglés. Leur place, moi je dirais, le jour où l'Algérie se libérera de ces criminels-là, il faudrait aller agrandir et doter les hôpitaux, non pas de bouteilles d'oxygène, mais doter les hôpitaux comment dirais-je, d'ailes psychiatriques. C'est des gens qui nécessitent des soins en psychiatrie. C'est de véritables monstres. Comment les vidéos circulent partout dans les réseaux sociaux et leur Qanat Zigouet, comme les Algériens les appellent, ils sont en train de dire Jish Ouattani Chabi, il a ramené des générateurs, il a ramené des avions. On ne demande pas à l'armée de se substituer au ministère de la Santé. Moi, j'ai vu, et je le relève et je le dis devant tous les Algériens, j'ai vu un jeune militant de chez vous, je ne vais pas citer son nom pour ne pas lui faire de la publicité, lancer un véritable appel d'homme d'État ce matin sur les réseaux sociaux. Il disait en substance aux Algériens, organisons-nous, fait un plan de vol, un véritable plan hors sec pour que les Algériens sortent de la situation dans laquelle ils sont. Et il dit, fondamentalement, tournez le dos à ce régime. Il ne viendra que la mort. Mourir après avoir donné la vie, c'est continuer à vivre. Et c'est ce que fait actuellement le peuple algérien. Ces gens-là ne donnent que la mort. Restez avec nous, Adel Djebal. Alors, on va libérer dans quelques instants Nazim Taleb. Nazim Taleb, avant de vous libérer, vous êtes aussi pris ce soir. Est-ce que aussi ça, alors vous pouvez aussi revenir sur... il était important pour moi vraiment aussi de continuer à communiquer sur cette irresponsabilité vraiment du pouvoir. Un ministre de la Santé qu'on entend peu, alors que dans certains pays, c'est tous les jours, c'est des porte-paroles qui s'expriment. D'ailleurs, très peu de mots aussi pour les milliers d'Algériens qui ont perdu la vie. Mais peut-être aussi une note positive dans ce sens-là. Cette solidarité, cette générosité, c'est aussi la résultante de ce Hira qui a commencé maintenant depuis plusieurs mois en Algérie. Bon, moi je dirais, dans une note positive, je dirais que cet État, ce régime, pour moi, il n'est même pas fragile, il est mort dans l'état d'esprit des Algériens. Pour moi, c'est un État qui est mort, il vit, comme on dit, c'est les dernières pulsions, c'est quand quelqu'un il meurt, il est toujours en train son corps il est en train d'un petit peu de convulser ou de vibrer ou que sais-je d'autre. Pourquoi? Parce qu'il y a une déconnexion complète et totale entre le peuple et ce régime. La confiance, elle est rompue depuis des années, mais le Hirak et les différentes crises que les Algériens sont en train de vivre, liquidité, oxygène, eau, travail, chômage, etc., ont fini par convaincre tous les Algériens, sauf quelques exceptions peut-être, que ce régime est tout à fait incapable de gérer ne serait-ce qu'un petit magasin de quartier. Et la note positive dans tout ça, c'est que le Hirak, et pour moi, c'est vraiment le gain le plus énorme, c'est que
les Algériens ont appris que dans leur malheur, au niveau des régions, des localités, des petites wilayas, des petites villes, que tout le monde finalement était en train de vivre le même calvaire, le même enfer. Et donc ça a créé une solidarité sans précédent. On a vu par exemple les gens de Kabylie aller à Oran quand elle était quadrillée, ou les gens d'Alger partir en Kabylie, etc., etc. Donc cet élan de solidarité, c'est vrai que le Hirak l'a énormément amplifié. Il a existé, les Algériens, on le sait très bien, et Adel peut en témoigner. À l'étranger, c'est vrai que l'Algérien, alors c'est vrai, il est nerveux, impulsif, on connaît un petit peu la réputation de l'Algérien, mais au fond, il a un bon cœur, il est généreux, il est prêt à donner tout ce qu'il a, tout ce qu'il possède pour vous venir en aide. Donc, pour moi, c'est une note très positive. Cet élan de solidarité, et malgré la présence du régime, c'est-à-dire que les Algériens ont même fait abstraction de ce régime-là parce qu'ils pouvaient se dire finalement à quoi ça sert que je donne de l'argent, c'est un pays pourri, il est dirigé par des pourris. Oui, d'ailleurs, encore une petite minute avec vous. D'ailleurs, c'est vrai qu'aujourd'hui, on se rend compte que les Algériens, les Algériennes se préoccupent de leur quotidien. Je crois que Abdelmadjid Tebboune a fait une tentative d'aller à la rencontre et son Premier ministre, Manu Militari, ils ont été aussi rejetés et ça se comprend. C'est vrai qu'aujourd'hui, le peuple algérien ne se préoccupe pas du tout des autorités, des hommes et des femmes politiques, si je puis me permettre ainsi. D'ailleurs, on l'a vu aussi aux législatives avec, encore une fois, un boycott général. Oui, oui, ça me fait rappeler une excellente intervention qui a donné lieu à un bouquin. Et le facteur, je dirais, commun des chutes de régime, c'est justement cette élite qui est complètement déconnectée de la base. Et c'est effectivement ce qu'on est en train de voir. On est en train de voir une élite qui vit entre eux, le club des pins, ou que sais-je d'autre, une élite qui voyage, une élite qui va dans les hôpitaux étrangers, une élite qui a des devises, des comptes à l'étranger. Ils ne se préoccupent pas du tout de la vie, du calvaire que l'Algérien est en train de vivre. Cha'ban, je vous invite vraiment, parce que j'ai consulté l'APS avant de rejoindre votre émission, et merci encore une fois pour l'invitation, regardez l'APS. Pas un mot sur ce que les Algériens sont en train de vivre comme crise d'oxygène. Alors, Tebboune a reçu un appel de Erdogan, Amamra qui est parti en Libye, en Éthiopie. On a l'impression qu'en Algérie, tout va bien. Par contre, il y a un article, deuxième page, l'autorité de régulation invite les médias à ne pas amplifier ce qui se passe dans les réseaux sociaux et ne pas injecter ou infuser un message, je dirais, négatif sur ce qui se passe en Algérie. Voilà, c'est comme si les Algériens, on est en train de créer des histoires en disant non, il manque des oxygènes, comme si chacun de nous, quand il entend dans sa famille qu'il y a des dizaines de morts, je dis bien des dizaines de morts dans nos familles. Moi, je viens de la région de Tlemcen, mais aussi ma mère d'Alger, on entend des dizaines de morts. Et vous avez à la télé 25 morts. Donc, c'est pour vous dire que l'état de déni, l'état de mépris, et ça, mépris pour ce peuple. Et c'est pour ça que je vous ai dit, le peuple, il est complètement en déconnexion totale avec cette élite. Et cette déconnexion, cette autogestion que le peuple est en train d'apprendre, ça va être son salut dans les mois et les années futures. Merci Nazim Taleb. Et si, avec tout le respect et toute l'affection que je peux avoir avec nos confrères et consoeurs journalistes en Algérie, vous l'évoquez, mais malheureusement, on sait très bien que la presse en Algérie, elle est aussi emprisonnée, menottée. C'est malheureusement pas une presse libre. Il est très difficile pour la presse de s'exprimer. C'est pour ça qu'on les invite à ne pas amplifier, alors que dans le journalisme, ça ne veut rien dire. Le but, notamment, du travail journalistique, c'est de relater les faits et la réalité. Et encore une fois, merci parce que c'est vous qui faites l'information. Et c'est grâce à toutes ces images. Et vous le disiez, Nazim Taleb, et aussi Adel Djebbar ou Aïssa Rahmoun, que le pouvoir est dans le déni, mais ce sont les images qui parlent d'elles-mêmes. Et tout simplement, c'est le peuple algérien qui s'exprime. Je vous libère, Nazim Taleb. Merci d'avoir été avec nous. Militant politique, mouvement Rachad. On se fait une petite pause avec ces quelques images. Âme sensible, s'abstenir. Vous allez voir ici notamment un jeune qui pleure sa maman, ou alors des morts à Tizi Ouzou, par exemple, ou quelques images comme à Skikda, ou à Sétif, un docteur qui crie au secours.
هاي الوالده ربي يحفظكم كش ما تفكروا لنا اكسجين برك. انا هنا في الساناتوريوم، ربي يعطيكم ما تمناو ان شاء الله خوتي حبابي. كش ما كاين سودار، كش ما كاين واحد يخدم. الحاجه برك خسرنا الحاج، ما بغيناش نخسروها خوتي. ربي يحفظكم ان شاء الله. كش ما تفكروا لنا اكسجين برك، ربي يعطيكم ما تمناو ان شاء الله. Le problème, Bouchnef, c'est que la catastrophe est en train de durer. Les citernes touchent le fond. C'est-à-dire que d'ici 2 heures de temps, on n'aura plus d'oxygène. Je ne sais pas si on doit encore se revoir cet après-midi. Crier fort, pourquoi il n'y a pas d'oxygène. Bon, on a marqué le point maintenant, mais il faut le remarquer dans 2 heures, dans 3 heures, jusqu'à ce qu'on ait un ravitaillement en oxygène, on continue. On a perdu beaucoup de malades le Barah. C'était l'état d'alerte le Barah, c'était Yom al-Qiyamah. Finissant avec cette catastrophe, finissant avec cette gestion concernant l'apport en oxygène. On en a marre, on travaille avec des patients, des heures et des heures, des semaines et des semaines, et après on les perd bêtement. On en a marre, on en a marre, on en a marre. Vous ne rêvez pas, malheureusement, sur ces quelques images très, très douloureuses à voir, mais il est important de les diffuser. Il est important, c'est pour ça que les Algériennes et les Algériennes, et aussi le corps médical, les professeurs, les avocats aussi, militent, luttent, diffusent des images, et il faut sans cesse le rappeler, c'est la réalité. On n'en est malheureusement même pas au point d'oxygène, puisque nous avons des malades qui sont au sol, qui sont par terre avec de simples couvertures d'époque. Je vais saluer le docteur Tarek Arab. Bonsoir, docteur. Merci d'être avec nous, docteur. Avant de retrouver Aïssa Rahmoun dans quelques instants et Haddad Jebbar, peut-être une question. Vous êtes médecin, vous êtes sur Paris. Bon, je pense que vous êtes aussi ému par cette solidarité, mais aussi par ce que vit actuellement le peuple algérien et puis ce manque de moyens. Alors bonjour à tout le monde. Je ne sais pas si vous arrivez à m'entendre parce que moi je me entends très bien, mal. Docteur. Très bien. Oui. Voilà. Donc effectivement, comme tous les citoyens, je suis assez choqué de toutes ces images-là qu'on vient tous de voir. Mais mes confrères, surtout dans le domaine de la réanimation, des urgences et ceux qui travaillent dans les blocs opératoires, je les plains énormément et ma pensée, elle va directement vers les familles, à la fois des victimes de ce Covid-là et en même temps des médecins, des infirmiers et du personnel qui travaille dans le milieu médical qui malheureusement non seulement souffre, mais il y a eu énormément de pertes humaines. Donc ce qui se passe est assez grave. Voilà. Donc voilà, ce qui me choque le plus, c'est la non-anticipation de cette situation-là, de la connaissance de cette problématique Covid qui existe depuis 2019 et on connaît les tenants et aboutissants de cette pathologie. Donc nous avons été pris à court au début, mais par la suite, donc on a fini par comprendre un peu les complications de la symptomatologie Covid, des risques, de ce qu'il fallait faire, de la conduite à tenir
en urgence, de la conduite à tenir à moyen terme et à long terme, et surtout la vaccination. Donc, je suis un peu sous le choc, hein, comme vous, donc de voir des images de manque d'oxygène, Oui. Oui, docteur Tarek Arab, on sent, sans faire peur, mais je crois que les mots ne sont plus là, au peuple algérien, quand on a vu qu'en Europe, notamment en France ou dans des pays d'Europe comme l'Angleterre, l'Allemagne, l'Italie, entre autres l'Espagne, font encore face et ont encore des difficultés avec tous les moyens qu'ils possèdent et des moyens qu'ils ont aussi mis en place et anticipés. Selon vous, comment la situation peut-elle évoluer avec malheureusement une institution politique, pour ne pas employer de termes de pouvoir ou de régime totalitaire? Selon vous, quelle serait la situation dans les semaines à venir en Algérie? Alors, c'est difficile de prédire ce qui va se passer. Donc là, il y a deux questions dans ce que vous me posez comme question. Donc, la première question, le volet politique, effectivement, est extrêmement important. Donc, les décisions des politiques, vous l'avez vu à travers le monde, hein, donc sont extrêmement importantes et vitales pour la suite des événements. Maintenant, ce qui va se passer par la suite, c'est que là, en suivant la situation sur le terrain, en discutant avec pas mal de mes confrères qui travaillent en Algérie, donc le pic n'est toujours pas atteint. Donc là, c'est ce que prédisent les spécialistes, c'est que le pic va probablement être atteint dans les jours qui suivent, voire dans les dizaines de jours. Donc, il faut absolument s'y préparer et donc commencer tout de suite à suivre revenir vers le basique, c'est-à-dire les directives de l'OMS, les mesures barrières, les masques, les gels hydroalcooliques, discuter des confinements par région ou discuter d'un confinement à l'échelle nationale, mais on sait que l'économie derrière va pas suivre, donc il faut absolument que le citoyen soit, comment dire, il faudrait assurer le minimum vital pour le citoyen, c'est-à-dire lui assurer l'eau, lui assurer la nourriture, lui assurer tout ce qu'il faudrait. Le minimum, oui. Et puis les journaliers, les salaires, enfin voilà, donc les commerçants, donc il faut penser à tout ça. Donc c'est assez difficile de dire aux gens de rester à la maison, de ne pas leur assurer. On a vu des gens qui se bousculent pour aller à la poste pour retirer de l'argent, des gens qui se bousculent pour l'huile, des gens qui se bousculent pour avoir de la farine, enfin, bref, donc c'est pas comme ça qu'on va régler la situation. Donc les gens ont besoin de calme, de sérénité, de tranquillité, donc il faudrait les apaiser. Donc et pour les apaiser, il faut un mode de communication qui soit adapté. Donc il faut expliquer, il faut être transparent, expliquer à la population ce qui est en train de se passer. Il faut donner des chiffres sans mentir, hein. Donc s'il y a 500 morts, 1000 morts, il faut le dire à la population. Il faut dire ce qui ne va pas. Donc là, effectivement, il y a des problèmes d'oxygénation, il y a des problèmes d'acheminement de l'oxygène, il faut expliquer ce qui ne va pas. Donc si les responsables qui s'occupent de cette histoire d'acheminement d'oxygène ne font pas leur travail, il ne faudrait pas tarder, il faudrait tout de suite les limoger. Donc voilà, on a vu cette situation en Jordanie, dans un hôpital, il y a eu une problématique d'oxygène où ça s'est répercuté sur les patients et il y a eu des décès. Donc ça a fait l'intervention du haut niveau de l'État, c'est-à-dire que le roi lui-même s'est déplacé dans cet hôpital-là et ça a fini par la démission du ministre de la Santé. Donc il faut. C'est malheureusement pas le cas en Algérie. Merci infiniment, docteur Tarek Arab, d'avoir été avec nous et pour ces conseils qu'on prend avec beaucoup d'attention. Et encore une fois, on peut se les rappeler en Algérie, les gestes barrières. Mais vous le disiez, docteur, il est compliqué, c'est vrai, de dire aux gens
de rester à la maison si derrière il n'y a pas une organisation et un système pour pouvoir aussi se nourrir, aller chercher de l'argent, etc. On parle beaucoup des chiffres, mais il faut savoir que malheureusement en Algérie, le pouvoir n'a pas la capacité aujourd'hui de relater, de donner les vrais chiffres, puisque il n'y a pas de système de statistiques entre, voilà, à l'intérieur du ministère de la Santé, mais aussi bien dans l'éducation. On le voit chaque année depuis maintenant plusieurs années. Merci, docteur Tarek Arab, d'avoir été avec nous. Maître Aïssa Rahmoun, rebonsoir. Je fais appel aux juristes. Je fais appel à l'avocat. Est-ce qu'aujourd'hui, vu la situation du pays, est-ce que ces responsables politiques, normalement, ne devraient pas répondre devant la justice s'il y avait un état de droit, car ils sont quelque part responsables de cette gestion. On voit aujourd'hui en France, par exemple, où le président actuel est très critiqué. Certains partis d'opposition ont déposé plainte. Il y a des associations qui ont fait recours à la justice. Est-ce que ce pouvoir algérien, ce régime aujourd'hui ne doit pas être jugé, ne doit pas répondre de sa responsabilité? Oui, tout à fait. Vous savez, Chaban, dans la constitution algérienne et dans tous les textes qui organisent l'aspect légal et juridique, judiciaire à la fois du pays, ça nous permet effectivement de partir et d'ester en justice des responsables quant à des situations de non-assistance à personne en danger, quant à des situations de négligence qui entraînent par la suite la mort de personnes. Force est de constater, la première question qu'il faut se poser, est-ce qu'on a une justice indépendante? On revient toujours à la case départ. Parce que réellement, on ne peut pas fonctionner normalement dans un pays qui est anormal. Sur le plan du droit, sur le plan de la procédure, sur le plan de la volonté politique, sur le plan des séparations de pouvoirs. Actuellement, tous les pouvoirs existants en Algérie, pouvoir exécutif, judiciaire et législatif, ne sont que des appareils contrôlés par les vrais décideurs politiques du pays. Je vous donne un exemple. Le Parlement algérien. جات الانتخابات تاع 12 juin. يا اخي عندنا برلمانيه يا اخي عندنا برلمان. On a une assemblée nationale populaire avec ses deux chambres. On a un président du Parlement. Si on parle sur l'aspect légal, sur l'aspect qui est la vitrine, comme c'est présenté tellement d'une manière trop chic par le régime, et ce pour l'opinion internationale, mais pas pour l'opinion nationale. Est-ce que ce Parlement a vu nécessaire d'organiser une session d'urgence sur ce qui se passe dans le pays en termes d'insécurité sanitaire pour décréter en fin de compte l'état d'urgence sanitaire géré par des civils, par des spécialistes? Je viens d'entendre le médecin que je salue au passage pour ses conseils et son orientation politico-médicale à la fois. Mais est-ce qu'on a un Parlement qui peut oser, s'il n'y a pas d'appel téléphonique, s'il n'y a pas de communication pour organiser toute cette session? Donc on est dans un pays de non-institution, on est dans un pays de non-gouvernance, on est dans un pays de non-droit. C'est pour cela je ne pense pas, Chaban, que le recours à la justice réellement c'est ça. C'est comme on dansait la danse du ventre à un aveugle. Le vrai débat, il ne se situe pas en termes de procédure, en termes de droit. On n'est pas dans. Alors, selon vous, transition, selon vous, maître Aïssa Rahmoun, mais aussi vice-président de la Ligue algérienne des droits de l'homme, vous êtes aussi militant. La métaphore est bonne, effectivement, hein, comment danser devant un non-voyant. Mais malgré que on puisse à vous écouter, mais on le sait que le pouvoir aujourd'hui est certainement peut-être protégé avec cet état de non-droit, mais est-ce qu'il est de plus en plus fragilisé? Car en face de lui maintenant, il a un peuple qui est là, un peuple qui se dit on est là, on va se débrouiller, on est solidaire, on va faire face, mais vous, on vous oublie et peut-être on verra après. Écoutez, on va faire encore de la métaphore. Le régime actuellement est en situation d'échec et mat. L'échec et mat est opéré par le Hirak.
toutes les contradictions que le régime a semées dans la société, tous ces conflits que le régime a organisés. Je me rappelle une très belle citation de maître Hossein Zahwan, ex-président de la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme, qui disait que le régime gère son hégémonie, exerce son hégémonie par l'organisation du désordre. Alors aujourd'hui, force est de constater que le désordre semé par le régime, que toutes les contradictions entretenues par le régime, que le régime avait propagé dans la société comme ce virus qui est la coronavirus-19. Aujourd'hui, force est de constater que le Hirak a fait remonter en surface toutes ces contradictions en ayant un débat assez franc, assez courageux, assez responsable, et dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'en fin de compte, le seul ennemi, comme disait Sidbar, et je partage, moi j'avais dit adversaire, mais réellement c'est un ennemi. Le seul ennemi du peuple algérien, de l'État algérien, demeure le régime en place qui s'est accaparé du pouvoir politique, de toutes les décisions qui engagent la société algérienne, l'État algérien, depuis l'indépendance du pays. À nos jours, le seul ennemi demeure ce régime. C'est pour cela que aujourd'hui, cette pandémie, cette crise sanitaire a fait encore une fois, une deuxième fois, une énième fois, remonter en surface l'incapacité, la faillite du régime, l'inconscience du régime, l'aventurisme du régime, la non-souciance du régime, l'anti-peuple, l'esprit anti-peuple que mène le régime. Parce que vous savez, avoir accès à des soins, c'est un des chapitres des droits de la personne humaine dans les conventions ratifiées par l'Algérie. Le droit élémentaire d'un être humain à sa naissance, c'est le droit à la vie. Et quand on te ôte cet oxygène qui te donne le droit à la vie, c'est non-assistance à personne en danger, on se met dans une situation d'anti-peuple, on se met en situation d'une guerre contre le peuple. Parce que le régime, actuellement, on a vu quelques... souvenez-vous d'ailleurs, à l'occasion des feux de forêt qui sont déclenchés à Khenchela, le ministre de l'Intérieur et celui de l'Agriculture qui se sont déplacés à Khenchela, histoire de rendre visite et réconforter les agriculteurs de la région. Ils ont été virés manu militari, si mes souvenirs sont bons. Pourchassés par les populations. Donc voilà la caricature dans laquelle on est. Je vous rappelle un autre épisode. Ça fait une année à la première vague de la Covid-19, un professeur à Oran, à l'occasion d'une conférence de presse animée par le directeur du CHU d'Oran et le wali de cette wilaya. Il a dit, ça fait une année, vous voyez la débâcle du régime, la faillite de ce régime. Il avait dit, il avait préconisé, monsieur le wali, nous allons avoir un problème d'oxygène à Oran, mais aussi dans le reste du pays. Vous savez... Ce sont des images que... Je vais vous laisser terminer quelques secondes, Maître Rahmoun. Si vous retrouvez la vidéo au niveau de votre régie, c'est incroyable comme réponse du wali et le soutien du directeur du CHU. C'est-à-dire, voilà à peu près l'Algérie. D'ailleurs, c'était des propos assez... On les a diffusés, Djamaldine Benchenouf les a diffusés cette semaine. C'était assez virulent et assez donneur de leçons. Et puis on l'a vu aussi en début d'année lorsque ce wali a répondu d'une manière assez violente à cet enseignant qui disait que ces tables d'école datent de l'indépendance. Maître Rahmoun, merci infiniment et encore une fois, bravo à vous et à tous vos confrères et vos consoeurs avocats et avocate en Algérie. Je vais terminer quelques minutes avec vous, Adel Djebal, qui est toujours avec nous, observateur politique. Et bien, j'ai envie de vous poser un peu la même question. Est-ce que ce pouvoir, à un moment donné, il sera certainement, et c'est le cas, chassé par le peuple algérien, mais est-ce qu'il ne doit pas, à un moment donné, répondre peut-être devant la justice? Qu'est-ce que l'ONU, les ONG internationales aussi, ne devraient peut-être pas intervenir pour rendre responsable ce pouvoir? Il y a un point très important que je voudrais soulever. Je vous en prie. N'essayez jamais de rentrer dans la tête d'un général, vous en sortirez psychopathe. C'est des psychopathes, il n'y a rien à comprendre, il n'y a rien à leur demander.
Moi, je suis partisan d'un Nuremberg algérien après la libération de l'Algérie de cette jeune criminelle. Ce régime criminel-là n'arrive pas à se départir de sa mémoire tyrannique. Il ne vit que de ça. Un monstre, un démon, ça ne lui prend que du sang. Ils agissent comme les sectes sataniques. Pour lui, 1000, 10 000, 100 000, 200 000 Algériens qui meurent, ça ne lui effleure pas la peau. La dictature est le général de la dictature. Parce que notre dictature, il faut le reconnaître, est très atypique. Ailleurs, dans les pays du monde, Nazim avait parlé de l'exemple du Chili, que je connais très bien. Il y avait un homme, il y avait un dictateur avec une vision, un programme. Nous, il y a plusieurs dictateurs. Ils sont diffus dans une organisation mafieuse criminelle et chacun agit à sa guise. Je reprends les propos d'une vieille dame qui est là depuis la nuit des temps et qui gère qui dilapide le croissant rouge algérien. Elle a fait une déclaration qui lui vaut la chaise électrique. Elle dit le croissant rouge algérien ne viendra jamais en aide aux Algériens tant et aussi longtemps que ces gens ne respectent pas les mesures barrières, etc. Comment voulons-nous que les Algériens qui sont appauvris à 60% dans un pays où l'économie informelle doit être de 70-80% aujourd'hui, qui doivent dérouler leurs tablettes de cacahuètes et de chocolat pour ramener à manger chez eux, puissent comment dirais-je, puissent se discipliner à la distanciation sociale, à l'hygiène dans un pays où l'eau est pernicieuse. Ils ne reçoivent de l'eau que 2 ou 3 jours pour se laver les mains. Vous leur organisez des confinements, alors que le soir, la nuit tombée, ils rentrent chez eux, ils sont à 8, 9 et 10 dans une chambre, à la Casbah et dans les vieilles villes de toutes les villes algériennes, même ceux qui ont la chance d'avoir des appartements, des cages à poules de 2 ou 3 pièces, ils sont sur l'ombre. Donc comment voudrions-nous faire que les Algériens puissent respecter les mesures d'hygiène, les mesures barrières, dans un pays où le masque coûte 50 dinars. Vous savez qu'un masque en Algérie coûte 50 dinars. Ici, il est donné gratuitement à l'entrée des magasins. Partout là où vous allez, le masque est gratos. Chez nous, vous savez combien le smicard touche? 22 millions, c'est-à-dire 20 000 dinars. 20 000 dinars, vous pouvez acheter 400 masques et vous n'avez même pas de quoi manger. Moi, je me dis, ce régime autoritaire-là, qui est dans la logique du cinglé, du psychopathe criminel crapuleux, est en train de nous dire depuis la nuit des temps, je suis le verbe, je suis le sujet, je n'ai pas de complément. Le complément, je le fous au mouroir, je le mets dans les cimetières et je m'en fous. Ils sont là dans leur kibbutz de Club des Lapins, ils ont tous les moyens, ils vivent gratuitement sur le dos de leur État. Et puis, ils laissent mourir les gens. Les Algériens, je leur demande encore une fois de tourner le dos à ces criminels-là, de ne jamais composer. Et vous l'avez bien dit en citant Khishla tout à l'heure, ils sont en résidence surveillée. Est-ce que Kidboun est sorti à la télévision pour dire aux Algériens, je vous adresse un message d'espoir, voici un plan hors sec, voici un plan de match, voici ce qu'il faut faire, voici ce que nous allons faire. Il n'y a rien. Il avait promis 1 million aux Algériens. C'est quoi 1 million aujourd'hui? C'est se payer 2 baguettes de pain et peut-être 1 kilo de viande. Ils n'ont même pas eu cet argent-là. Maintenant, moi, je compatis avec les gens qui n'ont pas d'argent, les gens qui souffrent, qui n'ont pas de quoi acheter des médicaments, qui n'ont pas de quoi nourrir leurs enfants, et qu'on cesse de nous mener en bateau en montrant une armée comprador gérée par une vieillerie et une brocanterie inculte et incompétente, nous adresser des propos guerriers à partir des casernes et nous bombarder avec une propagande au niveau des Khanet Zigoutam pour nous dire le MDN a ramené ceci. On n'a pas besoin qu'on enlève le ministère de la Santé et qu'on mette Chingréa, ministre de la Santé, pour gérer cette pandémie. Les Algériens devront compter sur eux-mêmes. Nous sommes là à l'étranger, nous faisons ce que nous pouvons. Ce qui est certain, c'est quand il y a des demandes de collègues de fonds qui viennent des consulats de la dictature, nous ne donnerons aucun sou. Nous faisons parvenir nos aides directement à nos frères et sœurs, aux familles des prisonniers politiques, à ceux qui sont démunis, à ceux qui sont dans le besoin, mais ils ne rêveront jamais de recevoir $1
des ahrar qui sont à l'étranger. Nous savons à qui adresser nos dents, nous savons à qui envoyer des équipements, nous savons à qui envoyer des aides et des médicaments. Et ce n'est certainement pas au Croissant Rouge, un groupement de voyous et de bandits, ou à la PCH, que nous allons envoyer ça sous la gouverne d'un sinistre et d'un président menteur. Merci Adel Djebar pour vos propos toujours aussi clair, passionné et puis déterminé. Merci infiniment Adel Djebar, observateur politique. Maître Aïssa Rahmoun, avocat donc et vice-président de la Ligue algérienne, le docteur Tarek Arab qui était avec nous, aussi Nazim Taleb qui était avec nous, militant politique mouvement Arachad, et puis une pensée et un coucou à Idir Ounouron qu'on n'a pas pu joindre ce soir mais qui était aussi très pris. Merci en régie d'avoir réalisé cette émission à mes côtés. Merci pour votre fidélité, prenez soin de vous et encore une fois au nom de la direction, de la rédaction de la chaîne, on a une pensée pour tous ces disparus, leurs familles et aussi pour cette solidarité. Ne lâchez rien, continuez à être solidaires malheureusement, mais c'est la meilleure et c'est la seule solution. Et un coup de chapeau aussi à la diaspora. À très vite sur El Maghrebia pour un nouveau numéro de Microscope. Bonne soirée à tous.